Et les 1005 de Google, j'arrivais à générer entre 6 et 12 000 euros hors taxe. Moi, j'avais emprunté 10 000 euros, ce qui n'était pas du tout assez. Moi, j'ai jamais travaillé plus de 35 heures pour mon cabinet. Moi, c'est moi. Si tu travailles plus, tu peux gagner plus. Au début, 60-40. 60 entreprises, hein. Ok? Oui. Après 70-30 et après 80-20. Moi, je faisais 20% de droit. À partir de ma 3e année d'exercice, c'est terminal. Tu cours après le temps et tu cours après l'argent. Courir après le temps, ça c'est sûr. Il faut bien s'organiser pour en économiser. Et courir après l'argent, ça c'est parce que tu n'as pas assez facturé. Oui. Tant que tu n'as pas de friction, c'est que tu n'es pas assez cher. Moi, j'avais honte de prendre autant d'argent aux gens. Et puis non, après, il faut aller, revenir, machin, parler, tchatcher, boire le café, t'es déconcentré. Moi, ça, c'est pas du tout mon style. Mon style, c'est je suis derrière mon ordi, je bouge pas et je bosse. Oui. Aurélien et toi, vous étiez installés sous un statut différent? Je crois pas. Non, moi, j'ai commencé entrepreneur individuel et lui aussi. Après, parce que c'était plus avantageux pour lui c'est par rapport au chiffre d'affaires et il n'y a qu'un comptable qui peut faire des calculs savants ou les avocats fiscalistes. Il y a un moment à partir duquel, il y a à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, je ne sais plus pour quelle raison, c'est plus intéressant d'être en société par rapport à l'impôt sur les sociétés, notamment un truc par rapport aux charges, etc. Je ne saurais pas te dire à partir de quand. C'est à partir de beaucoup. Mais moi, je voulais surtout pas être en société. Quand tu es en société, il faut essayer trop de travail. Moi, je voulais surtout pas travailler. Oui, en parlant de toutes ces charges, ces revenus, etc. Et les premières grosses charges, entre guillemets, qu'on va avoir la première année de collab, est-ce qu'il faut prendre un comptable? Est-ce qu'il faut aussi prendre un comptable, même si on est en collab? Non, il ne faut pas prendre de comptable quand tu es en collab parce que on a des obligations comptables, en revanche, quand on débute. Et en dessous je crois que c'est en dessous de 70 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, ce qu'on doit tenir, c'est une comptabilité d'encaissement. Tu as juste à noter ce que tu as encaissé, donc juste ta rétro, plus tes petits dossiers perso par-ci par-là, et toutes les charges que tu as payées. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que tu es collab et normalement, ça t'a rien coûté, mis à part quelques déplacements. Et conserver tous les justificatifs. Donc en gros, tu as un petit tableau comme ça, Excel à 2 entrées, mois par mois, et tu rentres en gros les montants qui correspondent à ce que tu as payé et à ce que tu as encaissé. C'est la seule chose que tu as à faire au début, parce que tu n'as pas encore dépassé. C'est à partir du moment où tu es à la TVA que tu vas avoir besoin d'un comptable. C'est-à-dire à partir du moment où tu vas être collecteur de TVA. Parce que quand tu es professionnel, la TVA, on ne la paye pas. Il n'y a que les particuliers qui payent la TVA. Nous, quand on va à la FNAC, tu achètes un livre, tu tapes 20% de TVA. Bon, nous, on va le passer en charge et on ne paiera pas la TVA. Avant que tu sois à la TVA, il n'y a pas besoin de comptable. Donc tes factures, tu les fais TTC. Tu fais TTC, tu dois écrire la mention non soumis à TVA, blabla machin, et tu n'as pas besoin de comptable parce que tu as juste à faire une petite comptabilité toute gentille, c'est vraiment rien de bien sorcier. Il faut juste avoir un classeur pour classer tes tickets de caisse, etc., tout ce que tu as payé, et basta. Et de mémoire, le seuil pour la TVA, c'est 70 000 euros à l'année, et il y a un double seuil. Quand tu dépasses ce seuil-là, tu es à la TVA l'année d'après. Ok ? Donc l'année d'après, il faut prendre un comptable, etc. Mais il y a un seuil que faut faire attention, si tu le dépasses pendant l'année, tu es à la TVA le mois prochain. Ce qui est une horreur totale parce qu'il y a des gens, tu as des clients, tu leur as déjà fait signer des conventions d'honoraires TTC, et là tu es à la TVA, ça veut dire que ces 20% là que tu collectes sur ce que tu encaisses, si tu es à la TVA, ils ne sont plus pour toi, ils sont pour l'État. Donc du coup, tu perds 20% de tout ce que tu as signé avant. Donc, il faut suivre son chiffre d'affaires tous les mois quand tu commences à avoir des dossiers perso. Il faut toujours savoir où est-ce que tu en es dans ton chiffre d'affaires. Moi, j'avais un petit calepin à la main. Pour ça, j'étais à l'ancienne. Et en gros, tous les mois, je notais le nom du client et à côté, le montant des honoraires. Et je faisais le total tous les mois. Non seulement je savais où est-ce que j'en étais en termes de chiffre d'affaires par rapport à mon seuil de TVA, mais en plus, je savais ce qui allait rentrer. Donc j'avais une vision par rapport à l'argent que j'allais gagner et c'est réconfortant de savoir où est-ce que tu en es. Et quand ils te payent, tu surlignes ou tu notes pour suivre. Donc tu notes dès que tu factures, mais pas quand tu l'encaisses.
Quand il rentre, le client, je rentre le dossier, je mets son nom, je mets le montant des honoraires. Si tu es en TTC, tu mets en TTC. Si tu as la TVA, tu mets hors taxe. Tous les mois. Ensuite, je fais le total tous les mois pour voir combien j'ai fait. Et quand il me paye pour suivre, ça c'était quand je commençais. Après, j'ai dû me faire des tableaux de suivi de factures parce que après tu peux plus suivre les factures, il y en a trop et c'est tant mieux. Quand il me paye, je surligne. Ça veut dire qu'il m'a payé. C'est bon. C'était ma méthode à moi pour suivre où est-ce que j'en étais, ce que j'avais rentré, ce qui allait rentrer, ce qu'on me devait comme argent, etc. Vous voyez? Et tout le travail d'entrepreneuriat là dont tu parles, ouais. Ça va en prendre. proportion, ça te prend par rapport à ton travail global. Et moi, je me pose la question, et Alors, ce qui me fait vraiment pas envie, tu vois, dans le travail d'avocat, c'est tout ce côté entrepreneurial. Bah, je vais te dire. Et j'ai l'impression qu'après, plus tu bosses, plus tu racontes le dossier, Exact. plus en fait, ton truc, c'est comment je vais recruter derrière, etc. Et Pas moins tu fais du droit, en fait, moins tu grattes des dossiers. Au début, 60-40. 60 entreprises, hein. Ok? Oui. Oui, oui. 60-40, après 70-30 et après 80-20. Moi, je faisais 20% de droit. À partir de ma 3e année d'exercice, c'est terminatch. Comment ne pas basculer là-dedans, justement? Il faut rester collab et travailler pour quelqu'un. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Ou alors tu prends un associé qui lui kiffe le business et il s'occupe de toute la partie business et toi tu kiffes le droit et tu fais toute la partie droit, c'est possible aussi. Mais ça, c'est impossible d'y échapper et tu vas arriver au 80-20. Et quand tu t'installes, au début, c'est 60-40 parce que tu as un business à faire tourner, la priorité, elle est là. Et moi, je trouve que j'ai toujours fait beaucoup plus de business, de gestion, les courriers, les mails, le téléphone, les rendez-vous clients. Enfin, tu vois là déjà tout ce que je te dis. Rédiger une assignation des conclusions, par rapport à tout ce que je te dis, ça prend. On peut Ça pas prend. sous-traiter tout ce travail à quelqu'un? Il n'y a pas un métier pour ça? Et bah après, oui, moi tu vois, je sous-traitais tout le droit à mon assistante, à Lorraine. Parce que moi, je voulais surtout pas faire de droit, je voulais faire que de la gestion, parce que c'est ça qui me fait kiffer. Mais effectivement, tu peux faire ça. Toi, tu te gardes le droit et puis tu donnes tout le reste à quelqu'un, mais quand même, toi, c'est ta boîte. Et donc, tu vas toujours devoir avoir le nez dedans dans tout cet aspect gestion. Tu pourras pas y échapper, ma Soso. Tu pourras y échapper un peu. Oh, on n'y est pas encore, on y est vite. Parce que dans les 80-20, sur les 80, les 20 en gros, si j'ai bien compris, c'est que le droit. Les 20%, alors on va dire, je fais les rendez-vous clients, je corrige, et encore je corrige pas. Hein. Je dis, je fais une dictée, il faut changer ça. L'acte, elle rédige l'acte, elle me l'envoie. Je regarde, je lui dis, tiens, corrige ça. Elle me renvoie, c'est bon, c'est tout. C'est elle qui envoie, ça part. C'est ça mon job. Après, moi, je vais lui donner les pistes de réflexion, tous les modèles que j'avais créés au début, parce qu'au début, j'avais dû réfléchir et j'allais lui faire du droit, bien entendu. Mais c'est toujours moi qui lui donne. Je lui laissais pas tout à Lorraine. Le plan, souvent, le plan pour la consulte ou pour l'assignation et les conclusions, tu vas utiliser telle notion, il faut aller voir ça. Ça, c'était ça mon job, et basta. Après, moi, je rédigeais plus rien. Ça me manque un peu le droit, mais pas trop. Un petit peu quand même. Et sur les 80%, du coup, tu es sur le business dans le sens chercher du client, oui. Gestion de société, enfin tout l'administratif. Oui. Cet administratif, il prend de plus en plus de place ou oui. pas Oui. Ah, je suis désolée, mais oui. Après, l'idéal, c'est d'avoir un associé. Je pense, si ces aspects-là ne vous plaisent pas, tu as un aspect droit, un aspect gestion. Ok ? Si on a un des deux qui ne te plaît pas, trouve quelqu'un qui sera à l'inverse de toi parce que les contraires s'attirent. Donc, on n'est pas forcément obligé de trouver un avocat ou quelqu'un qui est dans le domaine juridique. Non, mais si tu es tout seul, tu vas obligé de tout taper, y compris quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que vous, de ce que je comprends, l'aspect gestion, vous êtes déçu que ça prenne le pas sur le droit. Ça va prendre le pas sur le droit si vous êtes à votre compte. Vous allez être chef d'entreprise avant d'être avocat. Voilà. Mais après, vous allez kiffer, vous allez aller plaider. Et puis aussi, vous pouvez vous organiser de façon à garder un maximum de droits. Mais ça ne sera pas 80-20. À l'inverse. Je pense que ça n'existera pas. Parce qu'il faut que tu gardes le nez dans tes affaires. C'est quand même ta boîte, quoi. Donc,
je ne comprends pas pourquoi ça vous rebute, c'est tellement génial. Mais ça, tu vas tout apprendre sur le tas. Aujourd'hui, vous ne savez rien faire, ça doit vous paraître complètement abstrait, mais toute cette partie de prospect, développer sa com, aller toucher des nouveaux clients, et puis dans des nouveaux domaines de compétences, tout ça, c'est des trucs, je sais pas, moi, ça me fait trop vibrer, j'aime trop. Bon, après, moi, c'est moi, vous, c'est vous, vous verrez bien. Mais vous allez savoir faire. Après, peut-être que ça veut pas dire que vous allez kiffer. Parce que ta com, tu peux aller, est-ce qu'au fur et à mesure des années, tu vas essayer de chercher justement à mettre plus de sous dans la communication et d'aller la développer autrement, en fait, d'aller chercher d'autres vecteurs ou moi, d'autres secteurs. Moi, le but, alors, ça, c'est deux questions différentes. Pour ma com, le but, c'était de baisser le plus gros budget de ma com. Il partait dans la pub Google, qui est très efficace, la pub Google. Sauf que je m'en tapais 1 500 € hors taxe par mois, c'est pas rien. Après, ça génère du chiffre d'affaires, mais moi, j'ai envie d'avoir le moins de charges possible pour le maximum de résultats possible. Du coup, j'ai commencé Instagram. Les posts que je rédigeais pour Instagram, je les mettais sur Facebook. Les posts que je rédigeais pour Instagram et Facebook, je les mettais sur LinkedIn. Du coup, en faisant ça régulièrement, ça m'a permis de baisser ma pub Google de moitié, plus le bouche à oreille qui a commencé à fonctionner. J'ai réduit quand même de 50% ma pub Google sans que mon chiffre d'affaires ne baisse. Donc ça, c'est absolument génial. En revanche, la deuxième question, c'est est-ce que aller chercher, faire d'autres domaines de compétences pour augmenter son chiffre d'affaires? Alors, moi, je suis partie du postulat que je devais être le plus rapidement rentable possible. Pour être rentable, il faut que tu sois bon dans un domaine précis et aussi, tu verras, les gens ont toujours les mêmes problèmes. Les problèmes reviennent. Et une fois que tu l'as traité une fois, une fois que le problème se représente à toi, il y a un client qui a le même problème qu'un tel, tu as ton modèle qui est fait, copier-coller, puzzle, bam, 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 et là, tu es rentable. Plutôt que de s'éparpiller sur d'autres domaines de compétences. Moi, c'est mon avis, c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, j'étais hyper rentable, notamment en droit des assurances et en contentieux automobile, parce que j'avais fait le tour. Après, intellectuellement, c'est moins intéressant, parce que tu fais toujours la même chose, je suis d'accord. Mais moi, je voulais gagner de l'oseille. Mais pour ça, il faut quand même passer plusieurs années dans un même domaine de compétences, je dirais 3 ans. À partir de ma 3e année, là, j'avais commencé à faire le tour. Et pour t'organiser par rapport à ça, j'ai plein de tableaux, j'adore les tableaux, c'est ma passion. Donc j'avais un tableau où je mettais le nom du dossier, le domaine de compétences, et dans le domaine de compétences, j'indiquais précisément vol véhicule payé en espèces, en droit des assurances. Donc quand j'avais un mec qui s'était fait voler sa bagnole qu'il avait payé en espèces, parce qu'après, 3 ans plus tard, je ne me rappelle plus du nom du dossier. Au début, tu t'en souviens de tes dossiers, et puis après, t'oublies, il y a trop de temps qui est passé, tu as trop de dossiers. Et je savais direct où aller chercher, et je disais à mon assistante, tu prends telle assignation, j'ai déjà vu le machin. Et après, chaque fois, en plus, tu progresses, tu peux ajouter un petit truc d'une nouvelle petite règle que tu as vue, et c'est là que tu deviens vraiment bon et très, très rentable. En tout cas, sur ces domaines de compétences-là, parce que moi, c'est des procédures écrites. Et j'ai choisi des domaines d'intervention où je savais que j'allais pouvoir vite faire le tour et vite faire du copier-coller. Et justement, est-ce que c'est pas ça qui t'a un peu fait perdre au bout de assez peu de temps finalement l'intérêt du droit et l'intérêt finalement de rester dans ce truc? Alors, j'ai pas perdu l'intérêt du droit, mais je me suis très vite ennuyée dans mon exercice parce que j'ai monté ma boîte très vite, elle a tourné très vite, ça marchait très vite. Bon, maintenant, je fais quoi? Mais parce que moi, je suis comme ça. J'ai besoin de faire des nouvelles choses, sinon je m'ennuie. Moi, je suis toujours à la limite du bore-out, tu vois. Il faut toujours que je fasse une nouvelle chose. Mais c'est ma... plus une nouvelle chose d'un point de vue entreprise. Ouais, oui. En gros, j'avais... Non. Quelque chose qui puisse un peu te prendre le cœur. Non, parce que j'avais déjà fait. Monter mon cabinet, développer mon cabinet, réussir.